Dis donc, Jamy, c'est intéressant ça. Actuellement, il y a des essais sur l'homme pour soigner et guérir les myopathies. Et oui, grâce au Téléthon et aux dons, la recherche pour lutter contre cette maladie a progressé et désormais, les scientifiques ont plusieurs pistes pour éradiquer ce fléau. La thérapie génique, La thérapie cellulaire, le saut d'Exon. la chirurgie du gène et parfois même toutes ces techniques réunies. Et dis-moi, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais aller faire un petit tour à Évry, tu sais, au Généton. Je l'ai à l'œil. Bienvenue au Généton, Jamy, le laboratoire de génétique qui a été créé en 1990 par l'AFM grâce aux dons du Téléthon. Alors ici, il y a plus de 200 chercheurs, techniciens et laborantins qui travaillent pour mettre au point de nouvelles thérapies susceptibles de traiter les myopathies. Les myopathies, ce sont des maladies d'origine génétique qui touchent nos muscles. On parle aussi de maladies neuromusculaires. La plus connue d'entre elles et la plus répandue chez l'enfant, c'est la dystrophie musculaire de Duchenne. Cette myopathie touche l'ensemble des muscles du corps humain, ceux des bras, des jambes, mais aussi par exemple le diaphragme qui permet de respirer ou encore le cœur. En fait, tous ces muscles dégénèrent petit à petit et arrêtent de fonctionner à cause de l'absence d'une protéine, la dystrophine, qui est indispensable au bon fonctionnement de nos muscles. Alors depuis les années 90, de nombreuses avancées ont eu lieu ici, au Généton et partout dans le monde, pour guérir la myopathie de Duchenne et à travers elle, d'autres maladies génétiques. En effet, cette myopathie est l'une des maladies génétiques les plus complexes et tous les progrès thérapeutiques réalisés pour la soigner servent déjà et serviront encore à traiter d'autres myopathies, mais aussi des cancers ou encore, par exemple, des maladies génétiques qui touchent la vue. Mais avant de découvrir toutes les pistes thérapeutiques, il serait bon, Jamy, de faire un rappel sur la myopathie de Duchenne qui, à ma connaissance, est due à un gène mutant. C'est bien ça? Exactement. Tout se passe ici, au niveau des muscles. Comme la peau, les vaisseaux sanguins et tous les tissus qui composent notre organisme, les muscles sont constitués de cellules, de longues cellules. Notre patrimoine génétique se trouve ici, dans le noyau de chacune de nos cellules. Très souvent, il est représenté sous la forme de petits bâtonnets qu'on appelle des chromosomes. Il y en a 23 paires. La moitié est léguée par notre mère, l'autre moitié par notre père. Chaque chromosome est constitué d'un long filament d'ADN qui se présente, vous le savez, sous la forme d'une échelle vrillée dont les barreaux sont eux-mêmes constitués d'éléments chimiques qui sont toujours assemblés de la même manière. Un A avec un T, un G avec un C. Alors ce patrimoine génétique est propre à chacun d'entre nous. C'est lui qui détermine nos caractères, la couleur de nos yeux par exemple, mais pas seulement. Le patrimoine génétique contient aussi toutes les données nécessaires à nos cellules pour qu'elles fabriquent ce dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Ces données forment des gènes. Un gène, c'est donc un morceau d'ADN, plus ou moins long. C'est en quelque sorte un ordre, un plan de fabrication, un programme, si vous préférez, qui va permettre à la cellule de produire une protéine, autrement dit, une molécule nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme. Eh bien, dans le cas de la myopathie de Duchenne, la protéine qui est touchée s'appelle la dystrophine. Elle est indispensable pour que les muscles fonctionnent correctement. D'accord, Jamy, mais la cellule, comment fait-elle pour lire le plan de fabrication de la dystrophine? Elle est un architecte? Eh bien, pour fabriquer la dystrophine, la cellule musculaire dispose de petites usines, les ribosomes, qui se trouvent à l'extérieur du noyau. Seulement, le plan de fabrication de cette protéine, le gène, se trouve quant à lui à l'intérieur du noyau. Pour fabriquer la dystrophine, il faut donc commencer par en faire une copie, une transcription plus exactement. Les bases étant toujours agencées de la même manière, la cellule fabrique une séquence complémentaire à ce qu'elle lit. Elle fabrique une séquence qu'on appelle ARN messager qui va transporter le message à l'extérieur du noyau.
Puis, ce message est lu par les ribosomes qui en déduisent le contenu du gène et qui produisent, suivant les instructions, la protéine correspondante. Concrètement, les protéines sont fabriquées à partir d'acides aminés, de toutes petites molécules qui sont soit fabriquées par l'organisme, soit proviennent de notre alimentation. Quand le ribosome lit 3 bases, il attribue un acide aminé, 3 autres bases à un autre acide aminé, etc., etc. Et c'est ainsi qu'une protéine, la dystrophine par exemple, est fabriquée. D'accord, Jamy, mais pourquoi dans le cas de la myopathie de Duchenne, la dystrophine n'est plus fabriquée? Eh bien le problème, c'est que parfois les gènes mutent. Ils se transforment. Concrètement, un T peut se retrouver à la place d'un G, par exemple. C'est ce qu'on appelle un gène mutant. L'ennui, c'est qu'au moment de la transcription, cette erreur va être recopiée. Et si cette erreur se trouve sur le gène qui code pour la dystrophine, eh bien cette dystrophine ne sera pas fabriquée correctement. Parfois même, la mutation indique à la machinerie d'arrêter prématurément la fabrication de la protéine. C'est ce qu'on appelle un codon stop. Dans ce cas, la dystrophine n'est plus fabriquée entièrement. Sans dystrophine, ou avec une dystrophine qui ne fonctionne pas, les muscles fonctionnent très mal et les fibres musculaires se détériorent. Il existe au moins 8000 maladies génétiques différentes, plus ou moins invalidantes. Grâce au progrès de la génétique et au séquençage du génome humain réalisé au Généton, on a identifié précisément les gènes responsables de plus de 2700 maladies. Le gène responsable de la myopathie de Duchenne a été l'un des premiers identifiés dès 1986 par le généticien américain Anthony Monaco. C'est le plus long gène du corps humain et les mutations peuvent donc intervenir en différents endroits. C'est une des raisons pour laquelle cette maladie génétique est l'une des plus complexes. La myopathie de Duchenne, en quelque sorte, c'est une maladie pilote parce que c'est un concentré de difficultés, de barrières à franchir. C'est un très gros gène, le plus grand gène humain connu. C'est une maladie qui touche la moitié de la masse de l'organisme, les muscles. Du coup, ça a amené les chercheurs à développer toutes sortes de stratégies pour franchir ces barrières. Et donc, toutes ces recherches qui se sont développées progressivement et en parallèle, concentrées sur la myopathie de Duchenne, elles voient aussi des applications pour bien d'autres maladies. Alors, une des premières pistes étudiées consiste à remplacer le gène malade par un gène sain. Plus précisément, il s'agit d'ajouter aux cellules musculaires malades un gène sain leur permettant de produire correctement la fameuse dystrophine. Ça, c'est ce que l'on appelle la thérapie génique. On va aller voir comment ça se passe. Faut bien se couvrir. Hop, c'est parti. Je suis ici dans un laboratoire de type L3 où l'on étudie toutes sortes de virus, ce qui explique cette tenue de protection. En effet, pour transporter le gène sain dans les cellules malades, eh bien, il nous faut un véhicule, un vecteur, comme disent les scientifiques. Eh bien, ces vecteurs, on les trouve du côté de nos meilleurs ennemis, les microbes, plus précisément les virus et certaines bactéries. Regardez bien, le voici, notre client. Lui, c'est un virus de la famille du VIH, le virus responsable du sida. Mais je vous rassure tout de suite, il est totalement débarrassé de son potentiel nuisible. Autrement dit, il n'est plus du tout dangereux. Donc le principe consiste à intégrer le gène sain dans ce virus. Ensuite, on met ce virus au contact des cellules malades et on le laisse faire. Alors pourquoi utiliser des virus? Eh bien tout d'abord, il faut savoir qu'un virus est un agent pathogène 100 à 1000 fois plus petit qu'une cellule. Il faut dire que sa structure est beaucoup plus basique, 1 ou 2 enveloppes qui protègent le matériel génétique. Les virus n'ont qu'un objectif dans la vie, se multiplier. L'ennui, c'est qu'ils ne disposent d'aucune machinerie. Pour se multiplier, ils vont donc utiliser la machinerie des cellules. En fait, chaque virus parasite un certain type de cellule. C'est un petit peu comme si chaque type de virus possédait une clé correspondant à un type de cellule. Concrètement, le virus pénètre dans une cellule, puis il libère son patrimoine génétique qui va se glisser dans le noyau de la cellule. Désormais, la cellule produit des virus, une tâche à laquelle elle n'est pas destinée, et elle finit d'ailleurs par en mourir. La thérapie génique consiste à mimer ce modèle. On fabrique un vecteur dans lequel on va introduire un gène sain, le gène de la dystrophine par exemple. Comme le virus, le vecteur pénètre dans les cellules, pas n'importe lesquelles, les cellules musculaires dans le cas de la myopathie de Duchenne. Et comme un virus, ce vecteur va y déposer son matériel génétique, en l'occurrence ici, le gène de la dystrophine. Résultat, la cellule qui ne produisait plus de dystrophine peut désormais en produire.
Eh bien dis donc Jamy, si ça marche aussi bien sur l'homme que sur tes animations, alors c'est génial. Eh bien, pas tout à fait. Si la science était toujours aussi facile, il n'y aurait plus de scientifiques. En fait, il y a encore des obstacles à franchir. 1. Trouver le bon vecteur capable de transporter le gène sain. Et 2. Le produire en grande quantité. Oui, mais tu sais que grâce à ces bioréacteurs, on sait déjà produire des vecteurs en grande quantité. D'ailleurs, ceux que l'on est en train de fabriquer ici vont servir aux prochains essais sur l'homme. Donc tu vois, ça avance. Exact, mais il reste encore 2 autres obstacles majeurs à franchir. Le premier, c'est de faire en sorte que le vecteur atteigne tous les muscles de l'organisme, et je vous rappelle au passage que les muscles représentent la moitié de la masse corporelle. Le second, c'est d'empêcher le système immunitaire de lutter contre les vecteurs. Dès 1995, le Généton a exploré la voie de la thérapie génique et les premiers essais sur l'homme ont commencé à l'hôpital Necker pour les bébés bulles. En septembre 2000, à l'Institut de myologie, 9 malades recevaient des injections intramusculaires de plasmide, un vecteur d'origine bactérienne qui est l'un des rares à pouvoir transporter en intégralité le gène de la dystrophine. Ce premier essai de transfert de gènes, c'était la première marche d'un escalier très long à gravir, avec beaucoup de marches. C'était la première marche, elle était nécessaire. Il fallait démontrer qu'on était capable de faire fabriquer une protéine qui n'avait jamais été fabriquée par les malades, mais très localement, parce qu'il fallait y aller avec beaucoup de précautions, puisque rien n'avait jamais été fait dans ce domaine. Cet essai clinique a pu démontrer que quelques fibres musculaires malades ainsi corrigées pouvaient produire de la dystrophine et que celle-ci n'était pas rejetée par l'organisme. Les recherches visent désormais à améliorer l'efficacité et la diffusion du plasmide avant de lancer une grande étude sur l'homme en collaboration avec les Américains. Maintenant, Jamy, on change de décor pour parler d'une autre méthode dans laquelle il n'est plus question d'apporter un gène sain, mais de réparer un gène malade. C'est pour ça que l'on parle de chirurgie du gène. Ça se passe ici. D'ailleurs, il faut préciser qu'il existe plusieurs techniques, mais l'une des plus prometteuses s'appelle le saut d'Exon. En résumé, le principe consiste à masquer la mutation présente sur l'ARN de la dystrophine. Et pour cela, on utilise des petits bouts d'ARN comme des petits pansements que l'on injecte dans le corps et qui vont aller jusqu'aux cellules. Et ces petits pansements, eh bien, ils vont se coller tout autour de la zone mutée et finir par la masquer. Et vous savez quoi ? Ça marche. Si, venez voir. Ces images représentent des coupes de muscles de souris. Tout ce qui est en rouge, c'est la dystrophine. Ici, on a une souris saine et ici, une souris malade avec une déficience en dystrophine. Et bien après injection des petits pansements dont je vous parlais, regardez bien, 1 mois après, la dystrophine est à nouveau produite et encore mieux, la dystrophine est présente 6 mois après le traitement. Pas mal, non? Alors, Jamy, tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Pour comprendre, il faut encore préciser les choses. Un gène, en fait, ne contient pas que des données utiles. Certaines, apparemment, ne servent à rien. Avant de se lancer dans la fabrication d'une protéine, la cellule fait donc naturellement le tri. L'ARN messager, qui transporte la copie de la totalité du gène, est nettoyé. Les séquences inutiles, qu'on appelle des introns, sont retirées du message, tandis que les séquences utiles, les exons, sont mises bout à bout. Et c'est seulement à partir de ce message que la cellule musculaire va fabriquer de la dystrophine, par exemple. En ce qui concerne la myopathie de Duchenne, 15% des mutations se produisent sur l'exon 51. On l'a vu, il suffit d'un changement de lettre et la cellule ne fabrique plus la dystrophine. Eh bien, après des années de recherche, les scientifiques ont réussi à contourner le problème en utilisant les propriétés mêmes de la cellule. Ils ont réussi à produire des petits morceaux d'ARN capables de repérer l'exon 51, celui sur lequel a eu lieu la mutation. On parle d'ARN antisens. Ainsi, au moment où la cellule effectue le tri entre introns et exon, eh bien la séquence défectueuse, encadrée par ces 2 pansements, est considérée comme une séquence inutile. La machine saute donc l'exon muté, l'exon 51. Voilà pourquoi on parle de saut d'exon. Du coup, cette cellule peut désormais produire de la dystrophine. Alors je sais ce que vous allez me dire. Si on enlève un morceau de la séquence, le message est incomplet. La protéine le sera donc elle aussi. C'est vrai. Seulement cette protéine est tellement longue que dans la majorité des cas, elle reste malgré tout fonctionnelle. Le saut d'exon a eu des résultats très encourageants, à la fois sur la souris, mais également sur le chien myopathe. Pour réaliser ce saut d'exon, 2 grandes méthodes d'administration sont étudiées.
La première consiste à injecter directement, soit dans les muscles, soit dans le sang, ces petits pansements d'ARN qu'on appelle les oligonucléotides antisens. Les premiers essais sur l'homme ont débuté en Belgique et en Suède. Mais cette méthode n'est pas sans inconvénients. Si les oligonucléotides pénètrent efficacement dans les muscles, ils entrent beaucoup plus difficilement dans le cœur. De plus, ces oligonucléotides ne restent pas très longtemps dans l'organisme. Les malades devront donc s'en injecter régulièrement et suivre ce traitement à vie. La seconde méthode du saut d'exon consiste à utiliser un vecteur du virus AAV. L'idée de l'utilisation d'un vecteur repose sur le fait qu'on va amener un gène dans les cellules. Ce gène va fabriquer des oligonucléotides. Donc c'est la cellule qui va fabriquer ces oligonucléotides elle-même pour réaliser le saut d'exon. Et le vecteur, lui, est capable de rester longtemps dans les cellules. Et de cette manière, on pérennise la fabrication des oligonucléotides dans l'organisme. Des études sont en cours pour réduire la capacité du système immunitaire à neutraliser ce vecteur. Parallèlement, et pour améliorer la diffusion de ce vecteur dans l'organisme, les scientifiques travaillent sur une nouvelle voie d'administration par circulation extracorporelle. Cette technique déjà utilisée en chirurgie cardiaque nécessite encore des mises au point, notamment pour contourner les filtres naturels que sont les reins, le foie ou encore les poumons. Toutes les méthodologies qu'on développe à ce stade sont des méthodes qui peuvent se combiner et qui se combineront, c'est à peu près sûr. On peut, par exemple, traiter en direct le cœur en utilisant un virus et le muscle squelettique entier en utilisant un médicament oligo-antisens qui rentre plus facilement dans le muscle squelettique, mais beaucoup moins facilement dans le muscle cardiaque. Bon bah voilà, Jamy, le saut d'exon apparemment c'est pour bientôt, on a la solution. Pas si vite. Même si les premiers tests sur les animaux sont concluants, le chemin qui mène à un traitement efficace est encore long. Par ailleurs, cette technique du saut d'exon ne permettra pas de guérir toutes les myopathies de Duchenne, 60 à 70% seulement, ce qui n'est déjà pas mal. En effet, certains exons sont indispensables au bon fonctionnement de la dystrophine. Par conséquent, ces exons ne peuvent pas être mis à l'écart. Et ce n'est pas tout, Jamy. Dans la chirurgie du gène, il y a une autre voie thérapeutique qui vient de faire son apparition. Cette fois, il ne s'agit plus de masquer la mutation, mais bien de réparer intégralement le gène malade. Cette technique s'appelle la recombinaison par les méganucléases. Tu vas comprendre. Bon, je précise quand même que la technique est encore expérimentale, on commence tout juste à l'étudier, mais le principe est assez simple. C'est un peu comme lorsque l'on fait un coupé-collé sur un ordinateur. Grâce à des enzymes qui jouent en quelque sorte le rôle de ciseaux, regardez bien, on coupe le gène muté. Et ensuite, eh bien, c'est la cellule qui se charge de coller un gène sain. Comme ça. Ça paraît un peu magique, non ? C'est vrai, dit comme ça, on croirait de la science-fiction. Et pourtant, c'est un phénomène qui se déroule naturellement dans nos cellules. Cette piste thérapeutique de recombinaison par les méganucléases repose sur deux phénomènes naturels. Le premier, c'est justement l'action des méganucléases. Ce sont en quelque sorte des ciseaux à ADN, des enzymes qui reconnaissent puis coupent des bouts prédéterminés de l'ADN. Le second, c'est la recombinaison, la réparation de l'ADN faite par les cellules elles-mêmes. En fait, on l'a vu, la moitié du patrimoine génétique provient de la mère, l'autre moitié du père. Voilà pourquoi on parle de paire de chromosomes. Ainsi, la plupart des gènes existent en deux copies, un sur le chromosome maternel, l'autre sur le chromosome paternel. Et c'est très pratique. Si une version est abîmée, eh bien la cellule va recopier celle qui se trouve sur l'autre chromosome. Mais dis-moi, Jamy, si c'est un phénomène naturel, alors pourquoi ça ne répare pas naturellement le gène malade ? Eh bien parce que dans le cas de la myopathie de Duchenne, ce n'est pas un gène abîmé, c'est un gène muté. L'idée thérapeutique serait donc d'introduire grâce à un vecteur une molécule composée à la fois des fameux ciseaux ADN et d'un gène médicament, un gène sain, qui va ensuite être copié par la cellule et inséré à l'ADN à la place du petit morceau qu'on a retiré. L'énorme avantage de cette piste thérapeutique, par rapport à la thérapie génique classique, c'est de cibler très précisément la zone du génome à réparer. En effet, avec la thérapie génique classique, on n'est jamais sûr de l'endroit où le gène médicament va s'insérer, ce qui parfois peut se révéler dangereux. Dis-moi, Jamy, ça paraît vraiment être la solution idéale, non ? Ça permettrait de soigner toutes les mutations de la myopathie de Duchenne et de façon définitive.
Exact. Mais on n'en est encore qu'au stade expérimental. Il faut maintenant construire les méganucléases qui cibleraient le gène de la dystrophine musculaire de Duchenne et ensuite trouver le bon vecteur pour les envoyer dans tout l'organisme. Pour tester cette nouvelle piste sur l'homme, l'AFM investit actuellement plus de 8 millions d'euros pour fabriquer des méganucléases capables de cibler 7 gènes responsables de maladies rares, comme la myopathie de Duchenne ou encore la drépanocytose. Comme pour tout nouveau concept thérapeutique, la recombinaison par méganucléase doit tout d'abord faire ses preuves sur des cellules malades, puis sur des animaux. Ce n'est qu'après le succès de ces premiers tests que peuvent débuter les essais cliniques sur l'homme. Pour les maladies rares, ces études sur l'homme sont découpées en 2 grandes phases. La phase 1 permet de vérifier la non-toxicité du traitement, la phase 2 de prouver son efficacité. Avant une mise sur le marché d'un médicament, il faut donc entre 7 et 15 ans de travail. Allez Jamy, maintenant je t'emmène à l'Institut de myologie situé dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cet institut consacré aux maladies neuromusculaires a été créé en 1996 par l'AFM, encore une fois grâce au don du Téléthon. C'est ici notamment que les patients viennent pour se faire diagnostiquer et pour se faire suivre. On y va. Alors si nous sommes ici, eh bien c'est pour vous parler d'une étude prometteuse, du moins on le souhaite, une étude réalisée actuellement sur des patients dans plusieurs pays pour mettre au point, pour tester un nouveau médicament, l'Atalurène. Alors des médicaments, on sait qu'il en existe déjà, mais ils traitent certains symptômes de la maladie, par exemple l'insuffisance cardiaque ou encore ils permettent d'améliorer la motricité des malades. Là il s'agit d'un médicament qui pourrait permettre de guérir la maladie elle-même, ou plus exactement, un certain type de myopathie de Duchenne. Je vais vous présenter Thomas Voigt qui coordonne l'étude au niveau national. Bonjour Thomas. Bonjour Fred. Alors expliquez-nous assez simplement comment agit ce médicament. Ce médicament est capable de s'interposer entre l'ARN, qui porte une mutation stop, et l'usine des ribosomes qui en fait produire une protéine. En se collant entre les deux, le médicament est capable de faire sauter la mutation stop pour que la cellule produise une protéine. Plus on prend ce médicament, plus on peut espérer en fait que la cellule produise la dystrophine, de mieux en mieux. Oui, c'est ça le principe, exactement. D'accord. Alors, dites-nous, cette mutation STOP, elle concerne combien de patients ? Cette mutation STOP se trouve, d'après nos bases de données, entre 8 et 13% des garçons atteints d'une maladie de Duchenne, sachant qu'une mutation STOP, ça se trouve dans toutes les maladies monogéniques avec des fréquences variables. Donc, si ce médicament fonctionne, ça peut être un médicament pour beaucoup d'autres maladies monogéniques, sachant qu'il y a aussi un essai phase 2B en cours pour la mucoviscidose avec ce médicament. Alors, en clair, là, on est en phase 2 de l'étude, on est au printemps 2009. C'est quoi l'objectif ? Le premier objectif, c'est de finir l'étude dans de bonnes conditions fin 2009 pour avoir le premier résultat en printemps 2010. Et puis, si les résultats sont très convaincants, très nets, c'est plus facile de convaincre les agences réglementaires de permettre une mise au marché de ce médicament. Si tout va bien, ça va prendre quand même entre 1 an et demi et 3 ans après la fin de l'étude. Une autre piste pharmacologique prometteuse est également en cours de développement. Cette dernière n'agirait pas directement sur la maladie, mais favoriserait la régénération des muscles. Ainsi, sous traitement, les fibres musculaires des malades se détérioreraient toujours, mais elles seraient aussitôt remplacées, préservant ainsi la force des patients. Ce traitement agit sur la myostatine. La myostatine, c'est une hormone dont le gène a été découvert dans les années 90 en observant des bovins particulièrement musclés. Et en réalité, ces animaux ont une mutation dans le gène qui code pour la myostatine. Et c'est comme ça qu'on a remonté le fil de la pelote de laine et on s'est aperçu que la myostatine est une hormone qui freine la croissance du muscle. L'idée thérapeutique serait donc de neutraliser la myostatine et ainsi libérer la capacité du muscle à grossir. Ce principe pourrait s'appliquer aux maladies pour lesquelles on observe une perte musculaire. C'est le cas notamment des myopathies, mais aussi du cancer ou du sida, où la fonte musculaire met en jeu le pronostic vital. Parallèlement, des milliers de molécules pharmacologiques ont été testées au hasard sur des vers génétiquement modifiés, les vers C. elegans.
Suite à ce criblage aléatoire, une bonne demi-douzaine de médicaments ont prouvé qu'ils amélioraient la fonction musculaire. Ils sont désormais testés sur les souris. Il existe une autre grande voie de recherche que l'on appelle la thérapie cellulaire. Comme son nom l'indique, elle consiste à intervenir au niveau de la cellule et non pas du gène. En fait, l'objectif, c'est de réussir à injecter aux personnes atteintes de myopathie de Duchenne des cellules capables de réparer leurs muscles. Venez voir. Mais attention, on ne peut pas utiliser n'importe quelle cellule du corps humain. Il faut des cellules souches comme celles que l'on voit ici, car elles seules ont la capacité, premièrement, de se multiplier à l'infini et deuxièmement, de se différencier, autrement dit, de se transformer en différents types de cellules en fonction de l'endroit où on les injecte. Et là, en l'occurrence, elles vont se transformer en cellules musculaires. Tu vois ce que je veux dire, Jamy ? Absolument, Fred. Alors, il y a plusieurs sources de cellules souches dans l'organisme. Celle qui nous intéresse se trouve dans les parois des vaisseaux sanguins. Ce sont les mésangioblastes. La technique serait la suivante. 1. On prélève chez le patient atteint de myopathie de Duchenne des mésangioblastes. C'est important car au moment de la réinjection, on éviterait ainsi les risques de rejet car elles proviennent du patient lui-même. 2. Avant l'injection, on corrige ces cellules qui, elles aussi, portent le gène de la myopathie de Duchenne. On réparerait ce gène soit par thérapie génique, soit par saut d'exon ou encore par méganucléase. 3. On met en culture ces cellules pour en obtenir un plus grand nombre. Étant donné que ce sont des cellules souches, on utilise là leurs propriétés naturelles de multiplication. 4. On injecte dans les vaisseaux sanguins ces mésangioblastes corrigés, puis on laisse faire la nature. De par leurs caractéristiques, les mésangioblastes ont la capacité de migrer vers les muscles. Elles sont comme attirées par l'inflammation qui caractérise les muscles malades. Ensuite, arrivées au niveau des muscles, ces cellules souches seraient capables de se spécifier, de se transformer en cellules musculaires, mais attention, en cellules musculaires saines qui produiraient de la dystrophine fonctionnelle. L'utilisation de ces mésangioblastes a d'ores et déjà fait ses preuves sur l'animal, notamment le chien. En Italie, les essais cliniques sur l'homme visant à démontrer l'efficacité de ce traitement sont en préparation. L'AFM étudie aussi d'autres pistes de thérapie cellulaire, notamment celles qui utilisent les cellules souches de la moelle osseuse, les cellules hématopoïétiques. En temps normal, ces cellules ont la propriété de se diviser et de fabriquer toutes les cellules sanguines, des globules rouges aux globules blancs, en passant par les plaquettes. Mais si on transplante ces cellules dans un cœur malade, elles sont capables de restaurer la fonction cardiaque, permettant ainsi de guérir le cœur des patients atteints de la myopathie de Duchenne ou encore de ceux ayant eu un infarctus du myocarde. Alors, t'as vu, Jamy, c'est impressionnant, toutes ces pistes thérapeutiques pour essayer de traiter la myopathie de Duchenne. Et il faut toutes les explorer, car pour soigner cette mutation qui provoque la maladie, il n'y aura pas qu'un seul traitement unique, mais plusieurs thérapies, et parfois même plusieurs thérapies combinées entre elles. Et puis, il faut préciser que ces avancées permettront de traiter la myopathie de Duchenne, mais aussi d'autres maladies génétiques. C'est pas un hasard si l'AFM finance une trentaine d'essais cliniques sur l'homme. En tout cas, je peux te dire qu'à l'AFM, on travaille beaucoup depuis la recherche jusqu'à la production des futurs traitements. Et tout cela grâce au don du Téléthon. Par conséquent, vous le voyez, il faut rester mobilisé. On s'approche doucement du traitement, mais on s'approche.